Alors, on va démarrer tout de suite. Rebonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette rencontre débat, Blogging Café, qui est la dernière de cette année, avant les vacances d'été justement. Et je suis heureuse encore plus de recevoir Emmanuel Sarrazin pour débattre autour de la micro-édition ou la petite édition, l'auto-édition et leur impact sur l'édition classique, conventionnelle ou traditionnelle. Emmanuel Sarrazin, que vous connaissez bien sûr tous, est initiatrice de 2 projets principaux qui sont locaux, les éditions Sarrazin & Co et la petite librairie by Emma, qui est une librairie 100% jeunesse. Donc sans trop tarder, je passe la parole et remercie Emmanuel Sarrazin bien sûr d'avoir accepté mon invitation et vous remercie aussi d'être venu ici pour assister à cette rencontre. Merci. Merci Myriam pour cette introduction, merci pour ton invitation. Moi, dès qu'on peut parler des livres et d'édition, en général, j'accours tout de suite. En effet, j'aime bien ce petit sujet là aujourd'hui, l'édition. Je vais vous donner une très bonne nouvelle, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, vous pouvez tous être éditeurs ici. Alors ça, c'est vraiment très simple. Vous prenez une feuille de papier, vous la pliez en 4, vous la piquez avec une agrafe des 2 côtés, et vous avez 4 pages, ou bien 8 pages, en fonction de votre pliage. Vous mettez un titre, vous mettez une jolie illustration, vous écrivez quelques mots, et hop, vous avez un livre, et vous êtes éditeur. Donc là, à la base, vraiment être éditeur, c'est tout le monde peut être éditeur. Dans le registre et c'est pour ça qu'en atelier, et notamment ici à la médiathèque et dans les ateliers qu'on peut faire à droite à gauche ou en librairie, on confectionne très facilement des livres avec les enfants. C'est tout de suite un truc hyper valorisant. Ils réalisent tout de suite quelque chose, un petit objet, et c'est extra d'avoir tout de suite voilà, quelque chose, une réalisation. Par ailleurs, cette notion d'édition, moi, c'est le fait que tu m'aies branché sur ce sujet, ça m'a vraiment fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est éditer. Pourquoi éditer? Qu'est-ce qu'on édite? Pour qui on édite? C'est ça les questions qui me semblent importantes et intéressantes, puisqu'à partir du moment qu'on peut tous faire, en soi, on peut tous faire un livre. Comme le titre de la rencontre l'indique, on parle en premier de la micro-édition. La micro-édition, c'est quelque chose de vraiment très très spécifique. Comme son nom l'indique, micro, c'est tout petit. Et donc, chacun d'entre nous peut devenir micro-éditeur. Vous avez une idée en tête, vous avez du matériel, vous avez du temps, vous pouvez réaliser le livre artisanal que vous voulez, avec la reliure que vous voulez, le contenu que vous voulez. Vous pouvez absolument créer un objet éditorial. Qu'est-ce qu'un objet éditorial? À partir du moment où on a du matériel, on a un support, on a une idée, on a du texte, on a de l'image, on a de l'illustration, on a de la photo, on a tout ce qu'il faut pour mettre en forme un objet éditorial. Chacun d'entre nous peut réaliser une micro-édition, un objet micro-édito. Et donc là, pour ça, c'est vraiment, ça, tout le monde peut le faire. Il y a certains éditeurs qui veulent rester en micro-édition et qui ne réalisent que des livres d'artistes à très 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 faible tirage, à quelques tirages. C'est même des fois des tirages voilà, qui sont juste ce qu'on appelle épreuves d'artistes. C'est ce qu'on appelle, oui, c'est du livre d'artiste, on va dire, mais ça peut également, la micro-édition peut également être un fanzine comme un magazine que vous éditez, je sais pas, tous les mois vous sortez un fanzine écrit presque à la main, avec des collages, avec une reliure que vous faites vous-même, que vous faites soit en piquage, soit en couture, soit avec plein de systèmes. Moi je me souviens à la fac on avait créé un fanzine parce qu'on était plusieurs étudiantes à être complètement dingues de Antonin Artaud, la littérature de Beckett, Blanchot, enfin on avait fait une sorte comme ça de groupe de réflexion autour de nos auteurs fétiches, et on avait sorti un fanzine qui s'appelait, je me souviens, Les enfants d'Héliogabal. Et donc on avait fait un fanzine quasiment que sur papier calque,
sur papier calque. On faisait à la trouilloteuse, on faisait nos trous, et avec des petits anneaux métalliques, on reliait nos pages imprimées avec... on trouvait des typographies complètement dingos, et on arrivait à... Voilà, on faisait, je sais pas, on faisait 50 exemplaires de notre magazine. C'était de l'édition. Mais c'est de la micro-édition, bien entendu. On vendait ça à quelques sous. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on peut tous, absolument tous, devenir micro-éditeurs. Qu'est-ce qui fait que la micro-édition, la micro-édition, vous êtes absolument libre, totalement libre, vous éditez exactement ce que vous voulez, à la limite pour qui vous voulez, ou même que pour vous-même, juste par une satisfaction d'un objet et d'avoir un objet éditorial. Vous êtes totalement libre de faire tout ce que vous voulez, et il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de réelle contrainte économique, il n'y a pas de contrainte de diffusion ou distribution. Vous diffusez ça autour de vous, à vos amis, voilà, vous mettez ça à droite à gauche en dépôt sur des magasins qui vous font confiance, ou vice versa. Donc ça, voilà, ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles, jouables. Après, éditer, c'est quoi éditer? C'est à partir du moment qu'on se considère comme éditeur. Moi, des fois, je peine à me dire, je suis éditrice. Être éditrice, c'est quoi? C'est s'engager. C'est un engagement. C'est un engagement, c'est un contrat moral avec les personnes avec qui on a envie de travailler. C'est un engagement sur un objet que l'on va créer ensemble avec des choix. Donc ça veut dire qu'on a une ligne, ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Mais ça, on va dire qu'on rentre dans tout de suite la partie, on va dire, édition classique. Sur la micro-édition, donc là peut-être Myriam, tu vas pouvoir nous montrer les petits visuels. Je vais vous montrer, notamment avec Livia ici présente, avec qui je travaille beaucoup sur énormément d'ateliers, et qui est aussi infographiste pour ma maison d'édition, pour les éditions Sarrasi & Co. On a réalisé énormément de travaux. Livia a proposé beaucoup d'ateliers depuis qu'on se connaît avec les enfants. Et alors, je vais vous montrer des petites choses là-dedans. On va peut-être on peut les montrer une par une, parce que en fait, ce que je voudrais montrer, c'est vraiment la micro-édition. Ce que l'on fait avec les enfants, là, par exemple, en bas à droite, on a le début d'un petit atelier avec des enfants là-bas. Voilà, ça peut commencer avec juste un crayon de couleur, trois feuilles, et voilà, ça c'est déjà un travail éditorial. C'est-à-dire voilà. Donc là, on commence à juste travailler sur qu'est-ce qu'on va mettre sur les pages de notre livre. Voilà. Et avec les enfants, on commence à travailler juste avec un crayon de papier, du papier, des ciseaux, de la colle, des crayons de couleur, et on réalise un premier objet éditorial, puisque ça devient après un petit livre. Voilà. Tu peux passer sur une autre photo. Voilà, les photos qui sont tout en bas là, les deux petites photos là. Les photos, voilà, regardez ça. Ça c'est des petits ouvrages que l'on a réalisés avec Livia dans des ateliers, qui sont des petites choses absolument mais toutes simples. Petit livre en accordéon sur papier canson, où on plie les pages, ça nous fait un petit livre accordéon, et on crée le petit marque-page qui crée l'animation sur le livre, et qui donne tout de suite un petit objet ludique. Et vraiment, voilà, on est tout de suite sur le petit livre d'art. Donc ça, c'est des petites choses qui sont vraiment réalisables sans moyens. Il faut juste avoir très souvent quand même l'animatrice auprès de soi pour driver les enfants, pour pouvoir leur faire donc les choses un peu correctement sur voilà, l'objet, que l'objet soit un peu présentable. Des fois on a des résultats absolument super, les enfants ils se lâchent complètement sur le support, et ça donne des choses formidables. Là on a tout en haut le bleu là, magnifique là, on avait voilà ça là. Je sais plus si on l'avait réalisé ou pas celui-ci, mais en tout cas voilà, ça c'est un exemple type de micro-édition, où c'est un travail, parce que la micro-édition, bonjour, la micro-édition c'est un travail artisanal, où on est dans le faire, dans la fabrication, c'est-à-dire que dans la micro-édition, vous êtes exactement tout
de la chaîne de l'édition en fait. Vous êtes le producteur de votre objet, vous êtes l'initiateur, vous êtes le créateur, vous pouvez très bien après prendre des textes que vous aimez et retranscrire les textes dessus. Mais voilà, il y a un travail vraiment de façonnage qui est bien particulier, il y a un travail de réalisation, il y a un travail, voilà, c'est ce qu'on appelle le livre d'artiste tout simplement. Mais on peut faire de la micro-édition sans faire un travail aussi élaboré que ce que voir là. Il y a 1000 façons d'éditer. Je vous dis, vous prenez une feuille d'imprimante, vous la pliez en 6, en 8 et hop, on a déjà de quoi faire un livre. Donc la micro-édition, elle n'est pas soumise, je dirais, la micro-édition, c'est la forme la plus libre et la plus, je dirais, comment dire, spontanée de l'édition. Après, affiner les critères, ça devient moins spontané. On peut faire des petits livres avec 1000 objets différents, avec des supports. Là, on avait fait avec des tampons. Je me sais plus sur quel support on avait utilisé, Livia, si c'était de la gomme ou si c'était de la gomme. Voilà, les enfants sculptent la gomme, ça faisait comme un pochoir. Et voilà, et donc au lieu d'illustrer eux-mêmes, ils illustraient avec les encres. Et voilà, donc ça c'est tout à fait, c'est le genre d'objet très très facile à réaliser sur de la micro-édition. Après, je sais plus ce que j'avais mis dans le dossier images. Il y avait voilà ceux-là. Ça c'était superbe. C'était un atelier de reliure et donc les différentes façons de coudre les pages pour que vous puissiez avoir tout de suite un objet qui se tienne et les pages soient bien tenues. Donc ça c'est de la technique, bien entendu, c'est de la technique. C'est pour ça que la micro-édition reste quelque chose de totalement artisanal, de créatif, artistique, et ça donne vraiment tout le panel du talent des personnes qui se chargent de... J'ai été à Paris là au mois d'avril, il y avait le salon du livre. Et parallèlement au salon du livre, il y avait un autre salon qui s'appelait Libre Livre ou Livre Libre. Et là, il y avait tous les petits éditeurs de livres d'art comme ça, de livres artistiques qui étaient là, qui présentaient des petits bijoux, des merveilles, des petites choses absolument. Alors c'est presque des pièces uniques. Il y a des tirages qui sont ultra limité, mais alors avec des choses sublimes où on peut me prendre comme support la gravure, le dessin, les encres, enfin tout ce que permet, on va dire, le panel des beaux-arts. Donc voilà, donc là sur ces petits exemples là, on est vraiment dans... je voulais montrer tes coloriages, Livia. Voilà les coloriages Marrakech Instant ici là. Ça c'est de l'édition. C'est juste un cahier piqué avec, regardez, deux agrafes, une agrafe, deux agrafes, impression numérique, et on est déjà dans un objet éditorial. Donc vraiment, voilà, ça c'est de la micro-édition. On est sur des objets réalisés qui peuvent être bien entendu commercialisés et qui sont des ouvrages qui sont tout à fait accessibles et en même temps qui ont cette valeur un peu unique qui est la valeur de l'artiste en fait. C'est ça qui fait que ce n'est pas un objet industriel. Et ça, c'est ça aussi qui donne cette plus-value à tout ce qui tourne autour de la micro-édition. Donc la micro-édition, elle n'est pas soumise aux lois terribles de la diffusion, de la distribution, des acteurs de la chaîne du livre qui voilà. Alors après, on peut ne pas considérer cela comme du livre, mais plutôt comme un objet ludique de papeterie. Donc on est et sur la micro-édition, on est parfois aux limites, justement aux frontières d'un objet de papeterie et d'un objet de livre. À partir du moment où on fait de la micro-édition, on n'est pas obligé d'être sur du récit, on n'est pas obligé d'être sur du roman, on n'est pas obligé d'être... voilà, ça peut être un objet artistique, je dirais. Un objet artistique avant tout. Dans les autres images que l'on a, je crois que j'ai donné en exemple les éditions que j'adore, tout en haut. Voilà, regardez les tout petits... Voilà, là, ici, là, avec... c'est les aventures de Zoé. Voilà, alors ça
Ça, c'est juste sublime, j'adore. Ce sont les éditions Le Port à Jauny, une éditrice à Marseille qui a créé un catalogue entièrement bilingue français-arabe. Elle s'appelle Mathilde Chèvre. Elle a créé une série de livres absolument magnifiques. C'est pas de la micro-édition parce qu'elle est maintenant sur des tirages importants. Elle est sur un système de diffusion, de distribution et à l'international également. Ça s'appelle c'est des tout petits livres carrés, au format carré, et elle a lancé ce petit process là formidable avec les aventures de Zoé, cette petite fille que vous voyez au milieu de l'image et à qui il arrive plein d'aventures. Donc voilà, ça c'est un exemple d'édition qui ressemble à de la micro-édition. Vous avez vu qu'il y a un petit piquage là avec des agrafes qui sont même rouges, alors là c'est quand même la classe internationale. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que l'on peut faire. C'est bien entendu, c'est imprimé en offset et non pas en numérique. C'est de l'impression, la vraie impression, je dirais. Mais en tout cas, tout ce qui est là est écrit à la main et n'est pas passé par des logiciels de typographie. Donc là, on est vraiment sur une écriture à la main. Voilà, donc ça, on n'est pas sur de la micro-édition, mais c'est des objets qui ressemblent absolument à ce que l'on peut faire, parce qu'au départ, c'était de la micro-édition. Et après, ça s'est amélioré. Mais cette collection reste exactement telle qu'elle, et elle continue à sortir plusieurs titres par an de cette collection-là. Peux-tu nous remettre sur voilà l'image. Alors regardez par exemple, elle a sorti le balayeur de poussière là que j'adore là, qui est aussi un livre bilingue. Bon là vous avez la couverture complètement à plat. Donc là elle est ouverte entière. Ouais, je pense que si tu peux la mettre un tout petit peu plus petit, mais non, je pense que c'est bon là on a. Alors en fait, non là je l'ai mis d'un côté dans la langue française et de l'autre côté en langue arabe. Mais donc voilà, donc ça aussi c'est un des formats carrés, plus grands que les livres de Zoé, mais tout simple, cahier, c'est vraiment cahier avec 2 piquages et c'est tout. Voilà, d'un côté en arabe, d'un côté en français. Ça, on est dans l'édition pure et dure. Là, on est vraiment sur des tirages et on est sur un travail. Voilà, mais en tout cas, à la base, ça reste de l'ouvrage très artisanal au départ, avec on n'est pas du tout dans l'illustration numérique, on est dans l'illustration vraiment avec des vrais dessinateurs, avec des vrais pastels, avec des vraies encres. Et voilà, donc là c'est un magnifique travail de ce côté-là, c'est vraiment splendide et une histoire magnifique aussi. Si on peut reprendre sur le non, alors là voilà, pour la micro-édition, j'ai fait le tour de ce que je voulais. Voilà, vous avez aussi des petits flipbooks qu'on peut réaliser comme ça, vous avez aussi des petits ouvrages, voilà, ça, mais c'est réalisable, mais alors extrêmement facile. C'est le principe du cinéma, hein. Vous mettez un petit bout d'image sur chaque bout de page, et après on flippe le livre très 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 vite et tout se met, c'est le principe du dessin animé. Voilà, donc ça on adore, c'est génial à faire avec les enfants, ça marche extraordinairement bien. Et puis, vous faites aussi, allez ça, mais oui, c'est le principe du cinéma, c'est génial. Voilà, formidable. Et là aussi, on avait comme ça des livres, des petits livres avec comment dire, des techniques de gravure. Donc voilà, donc ça c'est de l'édition. Ça, c'est de l'édition. Mais bon, bien entendu, on n'est pas obligé de rester dans la micro-édition. Ça a ce côté extrêmement agréable, ludique, en atelier, en réalisation. Il y a plein d'artistes qui continuent à travailler uniquement sur ces formats et qui font des choses absolument... Bon, c'est des objets en même temps très poétiques, qui s'accordent bien avec certaines thématiques. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un tout petit peu ce que j'avais en tête par rapport à la micro-édition. Moi, ce que je voulais aussi souligner, c'est que sur ces problématiques de micro-édition, d'auto-édition, alors il faut différencier. Ce sont les Américains qui ont commencé à théoriser sur l'édition, en fait. Ils différencient micro-edition
qui est la micro-édition, et il différencie small edition, qui est la petite édition. Donc moi, par exemple, ici à Marrakech, avec ma maison d'édition, je serais dans la catégorie small edition. J'ai des petits tirages, j'ai un petit catalogue, j'édite 2 livres maximum par an, ça reste de la petite édition. Par contre, le système et le cadre qui entoure mon travail, ce n'est pas de la micro-édition, c'est de l'édition pure et dure, classique, on va dire. Après, j'ai quand même noté, quand j'ai fait mes petites recherches, là j'ai noté la définition qui est donnée, parce que c'est intéressant toujours d'aller voir les définitions quand même, ça nous ouvre un peu les chakras. Alors la définition de la micro-édition, j'ai trouvé que la micro-édition désigne des pratiques d'édition spontanée et à toute petite échelle, ce qui les distingue de l'édition à moyenne et à grande échelle et de la petite édition. Donc on est sur des tout petits tirages, on est sur de la fabrication artisanale, on est sur la créativité, on est sur des nouvelles formes, on invente, parce qu'on peut se permettre d'inventer. Quand vous allez chez un imprimeur et que vous voulez inventer, ben, il vous regarde comme ça, l'imprimeur. Ah ben non, c'est pas dans les normes, c'est pas dans nos fichiers, ça rentre pas dans les cases. D'accord ? Dès qu'on veut travailler sur des formats qui sont des formats un peu particuliers ou quoi que ce soit, l'imprimeur il te regarde et il dit ah oui mais non, je vais avoir trop de chutes de papier, ça va coûter plus cher, ça va donc il faut être dans des standards, quoi. On est obligé de travailler dans des standards. Avec la micro-édition, vous êtes absolument libre. Si vous voulez faire un livre qui fait 1 mètre sur 1 mètre, il n'y a pas de problème. Vous pourrez faire votre livre. On est sur la micro-édition bien entendu avec des choses conceptuelles. On invente des concepts, on invente des formes, des nouvelles formes. Et surtout, la micro-édition, je trouve qu'elle est très elle se prête beaucoup à plein de formes, que ce soit de la poésie, que ce soit des formes, des petites nouvelles, des haïkus, sur des textes qui soient des petits textes. Voilà, ça devient un objet qui a une sorte de cohérence de A à Z, on va dire. Mais ce qui est, voilà, avec cette micro-édition, chacun d'entre nous peut devenir son propre chef éditorial. Et vous êtes tous des éditeurs potentiels. Ce qu'il faut retenir aussi sur la micro-édition, c'est cette formidable liberté d'expression. Et vous êtes sur quand même une invention de structure, vous êtes indépendant complètement, et il y a eu beaucoup de micro-éditions dans toutes les cultures un peu ce qu'on appelle underground, qui sont vraiment un peu les cultures off, plutôt que des choses complètement formalisées. Voilà. Donc voilà, depuis la crise du Covid, il y a une crise du papier catastrophique, et les prix ont sinon doublé, triplé. Donc voilà, on est dans des positions qui sont assez difficiles et qui nous obligent aussi à réviser notre copie sur pas mal de choses. Donc on va voir comment ça va évoluer sur l'imprimerie, notamment ici au Maroc, où on avait déjà des difficultés à avoir du papier qui sorte un peu de l'ordinaire. On était toujours sur des papiers un peu standards, toujours les mêmes, on nous ressort toujours le même papier. Donc quand on développe un catalogue et qu'on a envie d'avoir des choses avec une identité un peu forte, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc on va voir pour l'évolution. Emmanuel, je crois qu'on doit parler aussi de tout ce qui est livre numérique, parce que qui dit s'auto-éditer dit aussi s'auto-éditer sur Internet, sur version numérique. Donc du coup, on n'a pas besoin forcément du papier. Mais moi là, je suis pas encore sur l'auto-édition. Là, je suis juste sur la micro-édition. Là, je vais venir sur l'auto-édition, parce que c'est sur l'auto-édition en fait. Je dirais que on ne peut pas dire micro-édition versus auto-édition. L'auto-édition, c'est l'auteur qui décide de s'éditer. Et là, il a besoin de personne d'autre. Il est seul au monde.
Et il a dit, moi j'ai ça, je crois en mon truc, j'ai machin, j'ai pas envie d'avoir un éditeur qui me casse les pieds, j'ai pas envie de travailler avec un infographiste, avec un imprimeur, avec machin ou quoi que ce soit. Il s'auto-édite. Donc c'est lui qui va, enfin c'est lui qui devient producteur de son produit de A à Z. C'est-à-dire qu'il zappe les différents intervenants du processus, de la production, et lui devient son maître de fabrication. Alors bien entendu, il peut tout à fait choisir le support numérique. Et il y a énormément d'auteurs et de plateformes maintenant qui proposent d'éditer votre livre, format PDF, poum, il est mis en ligne, et voilà, on reste sur quelque chose de numérique, et les gens vont acheter sur les plateformes votre ouvrage. Voilà. Je pense que ça n'intervient pas sur la micro-édition du tout. La micro-édition, ce sont des objets. La micro-édition n'a aucun lien, en tout cas, c'est des liens photos peut-être, iconos, oui, des liens iconos, mais il n'y a pas de lien vraiment avec l'édition numérique. L'édition numérique, c'est quand tu as un roman en tête, un essai, un truc, et que tu veux vraiment l'éditer, que personne n'a voulu de ton livre, tu dis ok, ben moi je vais quand même le faire, je vais aller sur les plateformes, et je fais mon ouvrage sans personne, et je l'édite, et il est diffusé, il est trouvable sur les réseaux. La relation avec l'édition numérique et l'édition papier, c'est un débat que j'aime pas, ce débat en fait, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, et c'est bien qu'il y ait les deux. Et moi je ne crains absolument pas, franchement, quand on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, et on a cru que ça y est, parce qu'on n'en pouvait plus des écrans, on n'en pouvait plus d'être en distanciel, le retour en force du livre papier et des besoins des gens avec le livre papier, c'est bien, ça montre bien quand même le rapport incroyable qu'on a au livre et qu'on a au support, quoi. Les gens ont besoin d'un support, et les gens aiment le support. Je pense que il y a toute une forme d'objets éditoriaux qui se prêtent très très bien à la forme numérique. Je pense que tous les essais sont tout à fait, voilà, tout ce qui est technologique, tout ce qui est scientifique, tout ça c'est des choses qui se prêtent extrêmement bien au support numérique. Je pense que dès qu'on rentre dans des sujets, on va dire, plus artistiques, ou en tout cas, je sais pas, moi, lire un roman, bien entendu, on peut toujours avoir sa petite, comment ça s'appelle, sa tablette, avec la liseuse. Il paraît que moi j'ai fait l'essai, je trouve ça assez agréable. J'ai été bluffé quand même de voir la qualité du texte, et la qualité de la luminosité, la qualité, on a l'impression vraiment d'avoir une feuille papier devant soi. Donc moi je peux comprendre qu'on soit tout à fait attiré d'acheter ces livres sous ces formes-là. Après, pour l'auto-édition, l'auto-édition, c'est quand même un truc très pervers, je trouve. C'est bien, ça existe, il faut que ça existe, ça. Mais l'auto-édition, je trouve ça, c'est-à-dire, on a l'impression que soit on ne fait pas du tout d'effort pour voir ce qui se passe autour de soi, et pour essayer vraiment que son livre paraisse, avec un éditeur, donc supporté par un éditeur, pris en charge d'une certaine façon. Parce que, qu'est-ce que c'est que le travail éditorial? C'est aider un auteur à sortir son livre, presque, c'est aider l'auteur à accoucher de son œuvre d'une certaine façon. Et l'éditeur, il est là pour mettre en place tout ce process avec l'aide des infographistes, d'un illustrateur, des photographes, de l'imprimeur, voilà. Donc c'est quand même un travail d'équipe, c'est quand même une chaîne. Voilà. En auto-édition, alors j'ai quand même été chercher la définition. Je me suis dit, maintenant que j'ai la définition de la micro-édition, je veux absolument savoir ce qu'ils disent sur l'auto-édition. Alors j'adore. L'auto-édition est l'arme ultime des auteurs indépendants. L'auto-édition consiste pour un auteur à se charger lui-même de l'édition de ses ouvrages sans passer par l'intermédiaire d'une maison d'édition. Donc soit, si vous voulez rester indépendant, vous pouvez auto-éditer, c'est-à-dire que vous vous chargez entièrement du travail, et vous n'avez pas un éditeur derrière vous qui vous dit ah ben non, tu devrais corriger ça, ah ben non, tu vois, là ça va pas, ou là tu vois, cette forme-là elle convient pas. Le travail d'édition, c'est aussi avec un éditeur, c'est quoi? C'est tout le travail de correction, la relecture.
C'est-à-dire que l'éditeur, ce qui est intéressant quand même avec un éditeur, c'est pas parce que je suis éditrice que je dis ça, mais quand même, c'est que quand vous rentrez dans le catalogue d'un éditeur, vous rentrez quand même dans une maison, c'est comme si on était invité à dîner, et quand même on se retrouve avec des centres d'intérêt les uns les autres, et avec quand même une identité particulière et des points communs. Et ce qui crée un catalogue chez un éditeur, c'est quand même d'avoir cette ligne éditoriale que l'on peut, je ne sais pas, quand vous êtes chez Gallimard, vous reconnaissez la marque, enfin, il y a une communauté d'esprit autour de chaque maison d'édition qui fait qu'on reconnaît pourquoi on est chez Gallimard, ou là au Seuil, ou là chez Grasset, ou là au Fennec, ou bien aux éditions du Sirocco, ou bien chez Toubkal, ou là, voilà, on est sur des identités. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut ouvrir le débat au fur et à mesure, et je voulais dire mon propre point de vue. Il y a certains auteurs qui sont très fiers d'être édités chez certaines maisons d'édition, et la maison d'édition, elle donne ce prestige au nom de l'auteur. Ce qui donne je ne sais pas si c'est un prestige, mais en tout cas, ce qui fait la force de ne pas faire de l'auto-édition, c'est qu'un éditeur, lui, il a la force, normalement, de diffusion et de distribution. Vous pouvez tous faire un livre, vous pouvez tous éditer un livre. Si le livre il reste dans des cartons, dans le placard, vous êtes content, vous avez un livre, il est très beau. Mais qu'est-ce qu'on en fait de votre livre? Comment il est diffusé? Comment il est distribué? Et le grand problème ici au Maroc, qui est un problème sur lequel on travaille énormément, et on a suivi même ensemble des masterclass pour vraiment professionnaliser toute cette chaîne du livre, c'est comment professionnaliser la diffusion et la distribution des livres sur le territoire marocain et même sur le continent africain. Parce qu'en plus on souffre en ce moment d'une non-circulation du livre sur le territoire même africain, et on est sur des problèmes de diffusion, parce que la diffusion n'existe pas ici. Et la diffusion et la distribution, c'est deux choses bien distinctes. La diffusion, c'est communiquer sur votre livre qui vient de sortir, c'est faire la publicité, c'est mettre votre livre sur le réseau d'information. La diffusion, c'est de l'information. C'est comme si vous rentrez chez vous, vous plantez un bâton d'encens, et l'encens se diffuse dans toute votre maison, et ça sent bon dans toute la maison. Si vous faites de la diffusion de votre livre, vous allez planter votre livre là comme un bâton d'encens, et tout le monde va sentir « Oh là là, mais il y a ce livre qui vient de sortir, il y a ce livre... » et tout le monde doit être au courant que ce livre est sorti, et que ce livre, il a une valeur inestimable, et qu'il faut avoir ce livre. La distribution, c'est totalement autre chose. La distribution, c'est la manutention. La distribution, c'est les camions. C'est les gars qui prennent les colis, qui mettent dans les camions et qui livrent les libraires, qui livrent les bibliothèques, qui livrent Marjane, qui livrent voilà, la distribution, c'est de la manutention, et c'est surtout aussi de la facturation, parce que qui est-ce qui facture en bout de la chaîne du livre? C'est le distributeur. Et quand on nous dit que quand j'entends que je vois sur les réseaux des choses qui se disent sur les éditeurs, comme quoi c'est les éditeurs qui se prennent toute la thune et tout le flouze et tout ça, c'est faux. C'est faux. C'est le distributeur qui se prend toute la thune. C'est lui qui est au bout de la chaîne du livre, qui facture. Il faut voir les marges. Nous, les pauvres éditeurs indépendants, nous on se saigne à blanc, parce que c'est nous qui finançons. Après, on a les contrats d'auteurs, avec les contrats qui sont des contrats qui sont mondiaux, en fait, qui sont sur des normes mondiales qui sont entre 8 et 10% pour les auteurs. Mais sinon, voilà, la chaîne du livre, elle est extrêmement précaire, parce que c'est une économie très serrée. C'est une petite économie très qui marche à flux tendu constamment, et avec des marges très faibles. Donc si on veut revenir sur l'auto-édition, moi je trouve que pourquoi pas, parce que comme ça, mais en même temps il faut toujours se poser la question, pourquoi j'édite et pour qui j'édite? Qu'est-ce que mon livre va apporter en plus par rapport à tout ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qu'il apporte? Quelle est sa portée? Pour qui j'édite? À qui je m'adresse? C'est qui mon lectorat? Il y a plein de questions à se poser, même en auto-édition. Et je voulais vous donner un exemple sur l'auto-édition. Il y a un éditeur numérique, enfin
Alors c'est très subtil parce que c'est pas un éditeur numérique, c'est un éditeur mais en ligne. On va pouvoir peut-être se mettre sur le site. Si tu peux te mettre sur le site de Edilivre, ça s'appelle Edilivre. Tu connais? Voilà. Bon, je veux donner cet exemple parce que c'est trop important que vous connaissiez ça. Mais oui, parce que tout le monde y va. Et là, franchement, bon, je vais vous raconter. Si vous voulez faire de l'édition, vous pouvez tout à fait aller, voilà, par exemple, regarde. Alors, on va rester sur la page d'ouverture du site là. Alors, Edilivre, vous pouvez, leur slogan, c'est vous pouvez tous éditer vos livres. Tout ce que vous voulez éditer, vous pouvez l'éditer, et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ils sont très très fiers. Hein. Ils ont 44 500 livres publiés, 30 000 auteurs publiés, 90 500 fans Facebook. Waouh, génial, trop top, formidable. Quand vous allez en haut, ici, là, vous avez en haut « Déposer mon manuscrit ». Donc, par exemple, là, cette nuit, vous écrivez un livre, vous trouvez que votre livre, il est super, hein, top, c'est le meilleur livre que vous allez avoir le prix Goncourt. Oh, génial. Eh ben, vous cliquez là-haut, vous pouvez déposer votre manuscrit. Super. Donc, vous pouvez déposer votre manuscrit. Il y a soi-disant, je me lève, pardon, parce que je veux regarder, quand tu cliques, déposer mon manuscrit, alors attends, présentation, non, publier un livre, mets-moi sur publier un livre ici, là, voilà, tu cliques, voilà, comment publier, voilà, tu descends un chouïa, ici, non, au-dessus, voilà, comment publier, youpi tralala, vous voulez tous faire un livre? Demain, vous avez un livre, hop, alors, comment publier? Alors, il faut que tu me redescendes un tout petit peu voilà, je dépose mon manuscrit. Il y a un comité de sélection qui examine. Donc, normalement, il y a quand même des gens derrière cette interface. Là, il y a des gens, on les connaît pas, on saura jamais leur nom, qui vont regarder quand même votre livre si c'est correct ou si voilà. Donc quand même, étant à l'écoute des besoins de nos auteurs, nous les accompagnons et nous les conseillons durant toute la publication de leur manuscrit. Chaque auteur a aussi la possibilité de personnaliser son ouvrage en fonction de ses souhaits. Donc ils vont vous donner des exemples de première de couverture, des exemples de typo que vous voulez, des exemples. Alors c'est que des trucs formatés, c'est des sortes de frames comme ça. Et donc il faut rentrer dans les frames proposés par le site en fait. Et bon, je sais pas, parce que moi je sais pas si c'est des vraies personnes qu'il y a derrière ou pas. Mais en tout cas voilà, soucieuse de la qualité de nos livres et dans le respect des nouveaux enjeux écologiques, notre maison d'édition collabore exclusivement avec des imprimeurs basés en France. Donc, vous envoyez votre manuscrit. Vas-y, fais défiler. Choisir Edilivre et donner vie à votre livre, c'est magnifique. Du dépôt. Alors voilà, là c'est parfait. Première étape, vous avez donc le dépôt et sélection de votre manuscrit. Donc s'il est sélectionné, hamdoulah, vous êtes content et vous dites super, je vais pouvoir sortir mon livre. On vous fait un contrat de publication. Je connais pas les contrats. Je vais faire une simulation un jour en me disant que j'ai envie d'éditer un livre pour aller voir comment ça se passe. Vous avez la mise en page et la création de la couverture, donc c'est une mise en page, on va dire, avec des cadres. Hein. Il faut que votre truc rentre dans le cadre. Une validation de maquette avec vous et la publication. La publication est impression à la demande. Donc votre livre n'est pas imprimé en fait. Votre livre, il va paraître de façon, on va dire, numérique, on va dire. Avec un exemple, avec les couves qu'on voyait comme il y avait tout à l'heure là sur la première sur la page d'accueil, donc avec les couves que vous aurez choisies. Et en fait, eux, ils vont, entre guillemets, soi-disant, faire la diffusion et la promotion de votre ouvrage, qui n'est encore que numérique, qui n'est encore que virtuel, je dirais. Et s'il y a des demandes, ils impriment. Donc, bien entendu que tout le monde peut faire de l'auto-édition. Vous pouvez tous passer par là. Par contre, ce que vous n'aurez jamais, c'est le contact qu'on a quand on crée quelque chose. Quand on crée quelque chose, c'est le contact qu'on a avec un éditeur, c'est le contact qu'on a avec des réunions éditoriales, avec vraiment des prises de décision, avec des choses concrètes, quand on va choisir le papier, que l'on va discuter avec nos infographistes, et quand on regarde ensemble les maquettes, qu'on retravaille plusieurs fois, qu'on est... voilà. Donc,
ça, c'est un exemple. Et ce qui est c'est assez compliqué de travailler avec eux parce que il m'est arrivé ici de devoir, pour un événement qui avait lieu, je ne sais où, je ne sais quand, je devais absolument commander un ouvrage qui était édité par Edilivre. Donc j'ai essayé d'en avoir, bon ici en plus pour les avoir au Maroc ça avait été un truc complètement dingue, avec des coûts assez dingues aussi, et bien entendu, étant donné que ça ne passe pas par un circuit de diffusion et de distribution, on va dire classique, pour avoir une remise, pour avoir des conditions commerciales honnêtes, ça avait été assez compliqué. Donc je n'ai jamais pu retourner les livres, parce qu'en fait les livres, étant donné qu'ils sont édités à la demande, c'est-à-dire que si tu veux 15 livres, ils vont t'imprimer 15 livres. S'il y a un libraire qui veut 10 livres, ça tu vas. Mais par contre, c'est ferme, c'est-à-dire que le livre, une fois qu'il est né, il est sur tu le payes et il est sur tes papates jusqu'à la fin de tes jours, si jamais tu les as pas vendus. Donc voilà, donc ça c'est en fait le côté un peu pervers de ce genre de système. Bien entendu que tout le monde peut éditer un livre, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'aurez pas la rigueur d'un éditeur qui est là et qui fait le travail. Moi je trouve ça tellement important d'avoir physiquement, humainement un contact avec des gens en vrai, et puis surtout d'accompagner. C'est un travail d'accompagnement, c'est un travail de vraiment un processus d'accompagnement qui peut prendre du temps, qui peut prendre beaucoup de temps. On affine au fur et à mesure, des choses qui nous paraissaient chouettes au début, non, au fil du travail, non, ça évolue. Bon, bref, donc c'est ce genre de site. Alors bien entendu, ils font tu peux te remettre sur la page de garde peut-être, Myriam, s'il te plaît. Donc là, ils font les contacts avec les libraires. Là, on a fait publier un livre. Si tu te remets sur la page de présentation ou sur la page de garde directement, enfin sur la page d'accueil, pardon. Qui sommes-nous, par exemple? Regarde, clique là, voilà, par exemple, qui sommes-nous? Tchouk tchouk. Voilà, rendre des auteurs heureux. Alhamdoulilah, magnifique. Alors, notre maison d'édition ouverte à tous. Donc voilà, mais par contre, ils travaillent quand même. Alors ils ont des trucs. Ils travaillent avec le syndicat national de l'édition, donc on va dire qu'ils sont positionnés. Ils travaillent avec les imprimeurs verts pour avoir toute la bonne, de bons papiers et être labellisés écolo. Voilà, ouverte à tous. C'est une maison d'édition alternative qui regroupe plus de 30 000 auteurs. Alors, alliant les avantages de l'auto-édition et de l'édition traditionnelle. Elle donne sa chance à tous après étude de chaque manuscrit par son comité de lecture. Depuis sa création en 2007, elle imprime ses livres à la demande et elle est membre du SNE. Bon, ça c'est bien qu'il soit au SNE, parce que le SNE quand même permet aussi de driver et qu'il n'y ait pas de dérive, on va dire, sur un système éditorial, pour que ce système éditorial ne commence pas à développer des pratiques qui soient des pratiques hors cursus, quoi. Voilà, donc après, voilà, vous avez les actualités, ils font des petites vidéos à chaque fois que... Moi, je connais... Il faudrait, ce qui serait génial, ce serait de connaître des auteurs qui sont passés par ce genre de site, par exemple, pour voir un tout petit peu leur taux de satisfaction, comment leur livre est diffusé, est-ce qu'il y a une visibilité, comment ça marche, et quel est leur taux de rémunération, comment ça fonctionne, si les contrats sont respectés. Voilà, une équipe dédiée et professionnelle. Notre équipe est composée d'hommes, de femmes qui attachent une importance capitale. Mais alors là, je vous donne l'exemple des 10 livres. Mais il y en a plein d'autres. Vous allez sur le net et vous tapez auto-édition. Mais vous mettez juste sur Google, je veux éditer mon livre. Ah bah là, vous pouvez éditer votre livre en 3 minutes top chrono. Et voilà, nous vous accueillons au téléphone. Ah bah ils sont gentils quand même. Il n'y a pas de numéro, mais on peut... Ah si, quand même, il est là. Voilà. Conditions générales de vente, charge de confidentialité. Bon, bah, voilà. Donc bon, ça, c'est, on va dire, c'est un des plus connus, Edilivre dans le monde de l'auto-édition. Donc bien entendu, ça prouve que on peut tous devenir, être auteur. On est tous des auteurs. Moi, quand je vois à mon petit niveau le nombre de demandes que j'ai par semaine pour éditer, c'est-à-dire que
Maintenant, après le Salon du Livre de Rabat, il y a un auteur, je ne sais plus quel auteur des éditions, je ne sais plus quel est, j'ai perdu son nom, mais qui a fait une remarque qui était assez juste, qui dit mais tout le monde écrit, tout le monde veut écrire, tout le monde veut éditer, tout le monde veut être diffusé, tout le monde veut être lu, tout le monde, mais en fait, je vais dire quelque chose de choquant, mais on peut aussi, il y a beaucoup de choses absolument nulles, mais nullissimes qui s'éditent. Et des textes qui n'ont aucune valeur littéraire, aucune valeur poétique, aucune valeur, mais il y a vraiment des choses qui sont, à part flatter son ego et à part être juste, voilà. Mais dans ce cas-là, on peut passer par des sites comme ça, et puis ou alors faire de la micro-édition et on est content. Mais ou alors passer juste par la. Moi, je trouve que quand il y a des gens qui me demandent, moi je veux vraiment éditer, notamment les poètes. Les poètes, c'est quelque chose. Hein. Moi, je me souviens que j'ai été très longtemps libraire en banlieue parisienne. Il n'y a pas un jour où il n'y avait pas des poètes qui venaient pour venir déposer leurs livres de poésie. On dit j'ai auto-édité. Alors j'ai auto-édité mon livre de poésie, est-ce que je peux le vendre dans votre librairie? J'ai dit oui, mais moi j'ai plus de place moi dans ma librairie pour mettre vos poésies, parce que vos poésies, si elles sont là toutes seules, et si voilà, elles vont prendre la poussière, vos poésies, c'est tout. Qu'est-ce qui fait la plus-value d'un livre? Qu'est-ce qui fait qu'un livre va se vendre? Qu'est-ce qui fait que quand on est libraire, et un mètre linéaire, c'est du chiffre d'affaires? C'est ça le problème aussi, c'est l'économie qu'il y a derrière le livre. On n'est pas juste derrière des belles choses que l'on a envie de montrer juste parce qu'on fait des belles choses. Il y a une économie derrière ça. Donc c'est vraiment des choses à prendre en compte. Est-ce qu'on peut ouvrir le débat au fur et à mesure? Et en fait, je voulais rebondir sur ça et dire que depuis la crise sanitaire, justement, et parce que les gens, ils ont eu suffisamment le temps chez eux, beaucoup de gens, ils se sont mis à écrire. J'ai lu ça dans un article et c'est intéressant. Et ils cherchent maintenant à auto-éditer leur carnet de confinement. Et c'est très tendance maintenant, les journaux de confinement. C'est vrai que peut-être ça n'a aucune valeur littéraire, peut-être, mais peut-être ça donne une idée sur cette période historique. C'est pas tant la valeur littéraire que je dis. Moi, très bien. Moi aussi, j'ai adoré tenir un petit carnet avec mes impressions. Mais dans ce cas-là, tu fais ton blog et puis tu mets ça sur ton blog. Et puis si ton blog commence à avoir beaucoup de lecteurs, beaucoup d'écoutes, que tu vois que ton blog il commence à ça, là tu dis faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose de ça, tu vois. Mais commencer directement à vouloir absolument imprimer, absolument éditer, absolument, dans ce cas-là, fais un livre numérique. Moi, le nombre de personnes qui me demandent, moi je voudrais, est-ce que vous prenez, comment ça marche pour vous déposer mon manuscrit, comment ça marche pour éditer chez vous, comment ça... Déjà, la première question que je pose, c'est est-ce que vous connaissez mon catalogue? Non. Est-ce que vous savez ce que j'édite? Vous avez déjà vu les livres que j'édite? Non. Alors comment vous savez que ce que vous écrivez va rentrer dans ma maison d'édition? Il faut quand même insister sur le fait qu'une maison d'édition, c'est une identité. Moi, je ne fais pas de roman, par exemple. J'ai jamais édité de roman. Il y a le Fennec qui fait ça très bien, Sirocco qui fait ça très bien. Il y a plein de maisons d'édition remarquables qui font un travail magnifique. Moi, je ne vais pas faire de roman. Voilà. Moi, je me suis spécialisée sur des guides nature, sur des ouvrages patrimoniaux, sur des ouvrages un peu universitaires, sur des choses. Voilà. Donc, moi, je vais pas prendre la place des autres. Voilà. Et chacun crée son identité. Mais quand je vois que les gens viennent me dire, moi, je voudrais éditer chez vous absolument, je dis, oui, mais tu connais? En fait, non. Donc du coup, voilà, il faut que il y a des efforts à faire de tous les côtés, et surtout ce qui fait la particularité de l'édition, on va dire classique, c'est que à partir du moment que, par exemple, là j'ai une de mes auteurs là ici présente qui a écrit le livre sur les oiseaux de Marrakech. Isabelle Six qui a travaillé avec moi, on a travaillé on a travaillé depuis le début du projet. C'est-à-dire que quand les gens arrivent, j'ai aussi énormément de personnes qui viennent me voir avec le projet tout fait. Le PDF est prêt à imprimer. Et donc ils viennent me voir et disent j'ai fait un livre, est-ce que vous pouvez me l'éditer? J'ai dit il est déjà fait. Je vais servir à quoi moi?
ce qui est intéressant, c'est qu'un éditeur, il prend la main de l'auteur au projet, à la base du projet, et on fait le projet ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est pas d'avoir un produit fini, parce que là, dans ce cas-là, les personnes qui viennent me voir dans mon bureau et qui arrivent avec leur PDF tout prêt à être imprimé, je dis mais en fait vous cherchez un banquier. Parce que c'est quoi l'éditeur? C'est lui qui paye l'éditeur, c'est lui qui paye l'imprimeur. C'est lui qui paye le gros du gros, la plus grosse partie. Donc j'ai dit, trouvez un banquier plutôt qu'un éditeur. Moi j'ai dit, j'ai plus rien à faire puisque vous arrivez avec le produit fini. Moi ça m'intéresse pas un produit fini. J'ai aucun intérêt dans mon travail. Mon travail c'est de performer avec l'auteur, avec l'infographiste, avec l'illustrateur. C'est de monter ensemble un projet éditorial qui prenne la forme que l'on a envie qu'il prenne. Ah bah oui, il faut que ce soit quelque chose et qui soit vraiment dans l'identité de la ligne éditoriale de ton catalogue. Moi, j'ai la modeste impression que maintenant, que quand je vois tous mes livres côte à côte, que je vois voilà, j'en ai pas édité beaucoup, j'ai édité 15 livres, une quinzaine, 15 ou 16 ou 10, je sais pas, 15 je crois. Et bien quand je les vois tous côte à côte comme ça, et je trouve qu'il y a une cohérence. C'est-à-dire, je trouve qu'on retrouve une identité. Et ça crée vraiment, ça crée quelque chose ça crée un catalogue. C'est tout simple, ça crée un catalogue. Et à partir du moment qu'on a un catalogue, et ben on est quand même, on sait que on va pas aller s'adresser à un tel ou un tel ou un tel. Si on est auteur, on va choisir, on va cibler. Mais pour moi, ça allait de soi. Ça m'a même pas effleuré l'esprit de faire de l'auto-édition, d'aller sur Internet ou quoi. D'abord parce que c'était un ouvrage avec des visuels, et c'est ça qui fait l'important. C'est indissociable du sujet du livre en fait. C'est pas uniquement un texte, parce qu'effectivement j'aurais pu amener mon PDF comme tu dis, et puis ok, moi je veux ça comme bouquin, je veux ce format-là, tac tac. Non, j'avais aucune idée au départ. J'avais mon texte. J'avais des illustrations qu'on a même encore sélectionnées par la suite, en fonction de ce qui collait avec le texte, etc. Il y avait des aquarelles, des reproductions d'aquarelles, et c'est tout. Moi, je me suis amenée uniquement avec ça, un tirage papier, pour qu'on ait une idée. Et puis on a eu des réunions avec l'infographiste qui a fait un travail superbe. C'est lui qui a suggéré le format du livre. Enfin, tu avais aussi eu cette idée-là. Qui a suggéré la typographie pour le titre. Enfin, et alors, comme c'était un livre bilingue français-arabe, il s'est vraiment cassé la tête pour qu'il y ait à chaque fois on regarde le texte. Voilà, double sens de lecture. Voilà, moi j'avais juste mon texte, c'est tout. Après, tout a été... Bon, on a travaillé ensemble, bien sûr, mais j'avais vu déjà parce que moi je connaissais le catalogue d'Emmanuelle, donc j'avais vu qu'elle avait fait les guides de randonnée, etc., donc sur la thématique nature du Maroc, de Marrakech. Pour moi, les oiseaux de Marrakech, c'était évident que ce soit édité par Emmanuelle, par un éditeur ici au Maroc, et encore plus à Marrakech. Donc voilà, ça allait de soi. En plus, Emmanuelle a tout de suite été emballé par l'idée, par le projet, et puis tout s'est enchaîné, quoi. Après, effectivement, il y a eu la diffusion, il y a eu toute la chaîne de l'édition qui a suivi, et moi, honnêtement, je n'avais pas grand-chose à faire par la suite, si ce n'est, parler après du livre, faire des rencontres, enfin, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pour un auteur, un auteur, je ne vais pas me considéré comme un auteur, mais c'est voilà une tranquillité d'esprit, et on sait que le travail va être nickel, quoi. Donc on a une idée au départ, mais c'est tout, et on a surtout le texte qu'on veut valoriser, qu'on veut éditer sous un enfin, en tout cas dans ce cas-ci c'était vraiment sous un format. Pour moi ce livre c'est un petit bijou, quoi. Je suis très fière, mais je suis fière parce que c'est un travail qui a été fait ensemble. Apporter mon modeste point de vue, si tu peux, merci. Moi, déjà, je publie dans beaucoup de revues, de livres collectifs, je suis universitaire, donc je ne vais pas citer
tout ce que j'ai publié en termes de courts textes. Voilà. J'ai publié un livre à tout seul, effectivement. C'était ma thèse de doctorat, donc convertie. Mais voilà, donc chez un éditeur qualifié, les presses universitaires de Dijon, en France, qui m'ont relu, qui m'ont renvoyé le manuscrit avec chaque virgule, chaque mot qu'il faut corriger, la mise en page, la bibliographie, les notes. Donc ça fait très plaisir, effectivement, de se dire que c'est le problème avec Edilivre. Edilivre, ils prétendent avoir un comité de lecture. Alors déjà, premier problème, c'est que leur comité de lecture, on ne sait pas de qui il est composé. Donc c'est un éditeur qui n'a aucune personnalité. Ils éditent aussi bien des thèses que des romans, que des livres, des réflexions, je sais pas quoi, mais qui corrige ça, voilà. Et puis en plus, le deuxième truc, c'est qu'en fait, on constate souvent que les manuscrits, ils y touchent pas. Ils prennent les manuscrits, ils vérifient que, je sais pas, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de propos haineux ou je sais pas quoi, qui puissent faire polémique, mais en gros, ils publient tel quel. Donc ça peut être très nul, ça peut être pas du tout corrigé aussi bien sur le fond que la forme. Donc effectivement, j'étais très content de publier ce livre dans ces conditions-là. La distribution a été très bonne, je pense aussi. Là, j'ai un deuxième livre en cours d'écriture qui sera publié chez le Fennec à l'automne prochain. Donc j'ai un très bon accompagnement aussi, la mise en page, la maquettiste en plus qui habite à Marrakech, c'est très pratique de pouvoir travailler avec elle. Elle habite dans ma rue en plus, c'est le hasard qui fait parfois bien les choses. La proximité, ça joue beaucoup. Quand oui, on est loin, parce que le les uns des Fennec, autres, ils c'est sont à compliqué. Casa. Alors le nombre de fois où je dois aller à Casa pour des réunions, tout ça, c'est pas toujours évident. Mais savoir que la maquettiste habite à 100 mètres de chez moi, ça par contre c'est très pratique. Mais et pareil, ils relisent tout, les illustrations, alors les ayants droit, pour chaque image, pour chaque machin, il faut vérifier qu'on a l'autorisation. C'est pas à la sauvage, quoi. Ça, c'est bien que tu soulèves ça absolument, parce qu'à partir du moment qu'on travaille avec de l'icono, avec beaucoup d'images, il faut absolument travailler sur les droits à l'image. Moi, j'ai travaillé longtemps aux éditions, enfin longtemps, pas très longtemps, mais c'était tellement intense que ça m'a paru très long. J'ai travaillé aux éditions Paris Musée à Paris. On était donc éditeur des catalogues des expositions des musées de la ville de Paris. Des musées municipaux, pas les musées nationaux, les musées municipaux. Mais ça faisait quand même à peu près 14 musées quand même. Donc on avait énormément de publications, quasiment que du beau livre. Et il y avait dans les bureaux, moi j'étais responsable de la diffusion, mais dans les bureaux de Paris Musée, il y avait 3 personnes uniquement dédié au droit à l'image, juste pour le droit icono. Donc c'est vraiment un métier. Un métier, c'est de chercher les images, chercher les ayants droit des images, pouvoir trouver exactement à qui on paye quoi, comment on peut faire les contrats de droit à l'image. C'est un boulot de dingue. Là, dans le cas d'Isabelle, on était sur un travail simple, parce que c'était les photos d'Isabelle, les photos d'un autre photographe, mais qui avait donné son accord à Isabelle, et on avait les aquarelles du papa d'Isabelle. Donc du coup, c'était quelque chose qui restait en milieu très simple, et où on s'était tout de suite arrangé sur les droits en disant l'éditrice ne paye pas de droits. Alors moi, je vais te donner le contre-exemple parfait, parce que du coup, le livre actuellement qui est en cours d'écriture chez le Fennec, c'est sur Casablanca au cinéma. Et du coup, donc c'est presque tous les films tournés à Casablanca, ou représentant Casablanca, des années 1930 à nos jours. Et donc pour chaque film, il y a des captures d'écran. Et pour chaque film, il faut contacter le producteur, l'ayant droit. Ça peut être des films français, américains. On a dû contacter Disney, Warner, Paramount, des ayants droit marocains, français, espagnols, italiens. Et je vous raconte pas les contrats, les négociations, les conditions. Oui, l'image doit être comme ci, oui, pas plus d'un quart de page. Et puis là, il faut que ce soit. Ah, puis là, l'acteur, il n'est pas mis en valeur, il faudra peut-être la refaire. Et puis, il faut l'autorisation de chaque comédien. Ouais, oui. Il a fallu contacter les agents de chaque comédien qui apparaît pour demander si le comédien est d'accord. Je vais vous raconter une histoire d'éditrice qui m'est arrivée quand je travaillais aux éditions Paris Musée. Les éditions Paris Musée, on avait quand même des expositions très prestigieuses à Paris. C'était et on a dans les catalogues d'exposition, je ne sais pas si vous avez déjà feuilleté des catalogues d'exposition, il y a la page de garde, ensuite on a la page de titre, et ensuite on a une page protocolaire où il y a tous les noms
qui doivent être cités avec les droits, avec les ayants droit, avec les personnes qui sont liées de près ou de loin à la publication de l'ouvrage, et bien entendu toutes les personnes qui sont impliquées dans la production de l'ouvrage. Et nous avions une année une très 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 belle expo sur Marlène Dietrich à Paris. C'était une exposition sublime. On avait travaillé avec la famille les ayants droit de Marlène Dietrich. C'était un catalogue magnifique. Le catalogue est sorti. On a commencé la diffusion, donc les cartons sont arrivés dans mon bureau, on a commencé à diffuser l'ouvrage. L'ouvrage commençait à partir à droite à gauche, dans les librairies, dans les musées, dans tout. Et on a eu un jour un mail qui est tombé, comme quoi il fallait faire un arrêt de diffusion et de distribution net tout de suite. C'était impératif, c'était urgent, il fallait tout arrêter parce qu'on avait dans les pages protocolaires oublié une personne de la famille de Marlène Dietrich. Et ça a été, ça a été quelque chose de vraiment qui a mal tourné malheureusement, et on a dû retirer l'ouvrage de la vente. Je ne sais pas comment ça s'est passé après, je ne sais plus, où il y avait, enfin en tout cas il y avait eu un problème sur une vente de droit ou sur quelque chose qui faisait qu'on ne pouvait plus mettre l'ouvrage en circulation. Donc il a fallu reprendre tous les ouvrages, refaire les corrections nécessaires, refaire un tirage avec les mentions exactes. Voilà. Donc c'est dire que c'est pas rien quoi quand on est sur de l'édition en plus qui est très protocolaire justement, qui est lié à des choses on va dire entre guillemets politiques. C'est tout de suite assez sportif. Mais bon voilà, c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup de travail bien entendu. Et là moi l'exemple de ma maison d'édition, c'est un exemple c'est vraiment je fais de la petite édition, je fais pas de tirage au-dessus de 1000 exemplaires. Bon après les éditeurs au Maroc en ce moment, personne n'édite beaucoup à plus de 1000 exemplaires. On est plutôt dans les 800, entre 800 et 1200 exemplaires le tirage. Donc c'est vraiment rien, c'est ce qu'on appelle de la petite édition. Sur des éditeurs, bien entendu, il y a des petits éditeurs aussi en Europe, mais voilà, ça reste des tout petits tirages. Moi, je voulais aussi donner l'exemple du travail qu'on a fait sur le dernier livre que j'ai édité, qui est La cueillette des olives de Moha Swag, qui est le livre jeunesse. C'est un roman illustré par Livia Kolb qui est ici, et on a fait un travail énorme sur ce livre au départ on n'avait que le texte de Moha. Le texte de Moha, il nous l'a livré brut comme ça, il a dit voilà, moi j'aimerais bien faire un livre, je rêve que ça sorte, il faut que ça sorte pour les enfants, c'est un truc qui est vraiment intéressant, on apprend plein de choses, voilà. Je lis le livre, j'ai dit bah oui, j'aimerais bien le faire parce que ça me semble chouette. Je soumets le livre au bureau du livre du SCAC, du service d'action culturelle à Rabat, pour essayer d'avoir des aides, parce que quand on est éditeur, le problème c'est de trouver l'argent pour pouvoir faire des livres. L'argent ça se trouve vraiment pas sous les cailloux à Marrakech, et donc du coup ce livre a eu l'aide du bureau du livre de l'ambassade de France à Rabat. Mais en fait ce livre, quand le dossier est arrivé, il trouvait que c'était super, mais il trouvait que le texte était pas génial. C'est vrai que le texte avait beaucoup de défauts, enfin, il y avait beaucoup de longueur, c'était beaucoup trop long, il y avait beaucoup trop de descriptions, voilà. Donc moi j'ai bénéficié d'une expérience. En fait, ils ont lancé un process intéressant au bureau du livre. J'ai été entre guillemets parrainée, j'ai été suivie par une éditrice jeunesse des éditions Bayard en France. Les éditions Bayard, c'est un des plus grands éditeurs jeunesse, avec en plus tous les magazines jeunesse, les J'aime lire, les Astrapi, voilà. Et puis on a toute la collection Bayard, les belles histoires.
On a tous les Adèle, Mortel Adèle, les Anatole Latuile, tous les Ajax, tous les... Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Ariouli, il y a Arioul aussi. Alors là, bon, bref, voilà, on a vraiment... c'est un peu le must en ce moment de ce qui est demandé en jeunesse. Et donc, j'ai été suivie pendant près de... ça a bien fait 6 mois de travail, je pense. Le livre de Moha, et j'ai été suivie, donc c'est ce qu'on appelle un suivi éditorial, c'est-à-dire que j'avais cette éditrice de Bayard avec qui j'avais des réunions on se donnait toutes les 3 semaines, gros visio machin, toutes les deux avec le texte, et j'ai fait retravailler l'auteur m'a fait 4 versions du texte. Donc il faut avoir des auteurs qui sont prêts aussi à travailler et qui disent pas je te file le truc et puis tu te démerdes. Ah ben non, parce que là on a fait un énorme travail, on a affiné le texte, on a créé des chapitres dans tout son texte, on a créé des dialogues, il n'y avait aucun dialogue, on a créé des dialogues dans l'histoire pour que ça donne quelque chose de plus vivant, on a adapté le texte pour que ce soit vraiment un texte qui soit pour les 8-11 ans. Enfin, on avait toute cette matière première, magnifique, super, avec vraiment une histoire formidable, avec plein d'éléments, avec des choses hyper pédagogiques, avec des choses où on apprenait plein de trucs. Et puis après, on a fait intervenir l'illustratrice qui est venue nous faire ses propositions avec toutes les illustrations, là où on allait illustrer, là où il nous semblait important de coller une illustration, de faire le découpage du texte. Enfin, c'est un énorme travail, ce que vous n'aurez jamais si vous faites de l'auto-édition, c'est évident, et si vous passez par un site. Moi, alors par contre, je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais sur le numérique. Moi, je sais plus, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me dit, mais est-ce qu'on peut trouver vos ouvrages en format numérique, que je puisse le mettre sur mon Kindle, chez machin, là j'ai dit, non, moi, c'est... Et en fin de compte, c'est pour la première fois de ma vie, en fait, je me suis posé la question s'il fallait que je numérise mes ouvrages. Mais je ne sais pas si c'est des ouvrages réellement... numérisables. Je pense que je sais pas, des guides. Enfin, moi j'ai beaucoup fait de guides en même temps, j'ai des guides nature, j'ai des ouvrages qui sont aussi des pavés sur le théâtre et le cinéma, j'ai l'ouvrage sur le Gélise, sur l'histoire du Gélise, l'ouvrage, peut-être les poèmes, peut-être les poésies de Youssef Rarnit qui sont peut-être numérisables, mais je me vois pas numériser la flore de Luca Imden, mes randonnées botaniques dans le Haut-Atlas. Peut-être est-ce que ça, pour des chercheurs, peut-être ça aurait une valeur d'être sur des PDF achetables, mais l'idée, moi, c'est d'avoir un objet, c'est moi je m'adresse aux gens qui font de la randonnée, qui partent en montagne et qui mettent le guide qui a le format idéal dans le sac à dos et qui sont avec les petites fleurs en train de regarder le guide. Donc voilà, en tout cas, c'est des questions qui se posent. Je sais que pendant tout le confinement, les éditions du Sirocco, Karine Joseph à Casablanca, elle a numérisé ses ouvrages. Ses romans sont maintenant disponibles en format numérique et en format papier. Donc voilà, je pense que voilà, tous les champs sont ouverts, et c'est surtout qu'il y a de la place pour tout, il y a de la place pour tous les supports à partir du moment où l'objet est de qualité et que c'est des choses voilà, qui trouvent un public. L'idée c'est, en fait, c'est est-ce que tout est éditable? Est-ce qu'on édite tout? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on édite tout? Est-ce que tout doit être édité? Moi, c'est pour ça, les gens qui viennent avec leurs petites choses à droite, à gauche, ça, mais j'ai dit, mais surtout pour la poésie, je trouve, pour la poésie, la poésie, c'est un des trucs les plus durs à vendre. C'est extrêmement difficile à vendre. À Marrakech, on a la chance que les Marrakechis sont une population, les Marrakechis aiment la poésie, c'est une tradition, la poésie à Marrakech. Je me souviens quand on faisait ici à l'Institut français, quand on faisait le printemps de la poésie, mais il faut voir le succès du printemps de la poésie. Il y avait de la poésie partout pendant quasiment une semaine non-stop, voire même un mois. On faisait de la poésie dans la Médina, on faisait de la poésie sur la plage Amalfna, on faisait des spectacles de poésie ici, il y avait des rencontres de poètes, il y avait la poésie, voilà, mais ça ne marche pas partout, il n'y a pas cette culture partout, c'est pas quelque chose... Et voilà, donc moi je dis toujours que si on veut
commencer à se faire connaître en tant qu'auteur, c'est-à-dire que là on s'adresse aux auteurs, je trouve que c'est hyper intéressant de commencer en faisant son blog, son site, et à diffuser, parce que en fait le problème, c'est quoi le problème à partir du moment où on veut éditer? C'est le problème d'être connu, lu. Qu'est-ce que veut un auteur? C'est être lu. Sinon on peut rester auteur dans sa chambre non-stop jusqu'à la fin de sa vie, hein. On peut écrire des valises et des valises de livres, mais qu'est-ce qui fait la valeur de la chose? C'est de trouver un lectorat, c'est de trouver un public, c'est que le livre soit diffusé, c'est que le livre voyage, c'est que le livre soit pris d'une main à l'autre et soit emmené, enfin soit. Après, on peut aller beaucoup plus loin quand un livre, on commence à te demander de traduire ton livre, ça veut dire qu'il y a des gens qui dans d'autres langues veulent savoir ce que tu as écrit. Donc voilà. Mais je pense que le problème de la micro-édition, elle doit exister, ça nous fait du bien. C'est heureusement qu'il y a de la micro-édition. Moi j'adore aller voir les micro-éditeurs. On tombe sur des trésors, on est complètement gaga devant la fabrication d'objets sublimes. Être auto-éditeur, c'est s'auto-éditer. Ça, c'est le problème des auteurs. C'est pas le problème, à la limite, voilà, tout le monde peut auto-éditer son livre, et puis voilà. Après, le grand... Ça peut quand même pénaliser des éditeurs qui, du coup, se retrouvent à être en concurrence avec des gens qui font un petit peu leur propre loi c'est ça le problème, c'est le problème de la chaîne du livre en fait. C'est vraiment le fait de dire on retire le rôle de l'éditeur qui est quand même oui, bien sûr, mais j'imagine, bien sûr, j'imagine. Alors peut-être on peut imaginer que l'auto-édition est une étape, un tremplin. Disons que ça évite la frustration. Moi je trouve que ça évite la frustration. J'ai constaté l'inverse, et surtout, je veux dire, je sais pas où tu as trouvé cet article, tu me l'enverras, mais alors tous les professionnels disent aux jeunes auteurs, mais surtout pas. Si, on commence à publier à compte d'auteur, après, mais c'est limite si on flingue pas notre carrière, parce que sur un CV, ça fait tâche. Si on veut ensuite publier chez un éditeur, dans nos biographies, ce qu'on peut trouver sur nous sur Internet, on verra qu'auquel le gars, il joue un peu dans son propre camp, mais il cherche pas effectivement à être entouré de personnes fiables et sérieuses pour assurer une bonne diffusion de son travail. Non, au contraire, publier chez Edilivre ou autre, c'est se condamner, en fait, s'auto-condamner à ne publier que chez Edilivre et ailleurs. Après, t'as pas qu'Edilivre, hein, tu peux aller chez The Book Edition, tu peux aller sur autoédition.com, Librinova, t'en as plein. En tant qu'universitaire, il y a aussi ces fausses éditions européennes universitaires, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'elles s'appellent, qui automatiquement envoient des mails à chaque jeune masterisé et docteur de toutes disciplines confondues. Chaque année en France, des milliers de jeunes masterisés et jeunes docteurs reçoivent un mail automatique disant bonjour, on a lu votre travail, on y trouve beaucoup d'intérêt, voulez-vous publier chez nous? Alors ça se présente comme étant je ne sais plus comment ça s'appelle précisément, c'est les éditions européennes universitaires, un truc universitaire européenne. C'est ça. Alors ça fait très prestigieux, européenne, machin, ça fait un peu presse universitaire de France, mais encore là c'est l'échelle européenne, c'est génial. Mais en fait c'est pareil qu'Edilivre, ils nous arnaquent, ils font croire qu'ils apprécient notre travail, ils l'ont pas lu, on envoie le PDF, ils publient tel quel, et après, en tant qu'universitaire en tout cas, on est flingué. On est flingué, il n'y a pas d'autre mot. C'est inutile d'essayer de poursuivre un cursus, une carrière dans ce milieu-là. Et beaucoup de gens, malheureusement, se sont retrouvés un peu par fierté, parce qu'ils étaient contents de voir leur travail publié. Il y a aussi l'ego qui joue là-dedans, si je puis me permettre. Genre, chaque auteur, d'une façon ou d'une autre, a quand même un petit ego, ce qui est humain, c'est pas un reproche. Bon, voilà, on a envie quand même d'être connu, de montrer notre travail, mais à quel prix?
Et du coup, ces éditeurs-là passent... je vais redonner un autre exemple parce que je rebondis sur ce que tu dis. Tu me dis si le timing c'est bon. Moi, je suis beaucoup sollicitée pour éditer des choses et moi je veux aller à mon rythme et je veux rester une petite éditrice. Je veux pas devenir une machine à éditer et je n'ai pas les moyens du tout de faire ça. Donc je reste à mon niveau et pour le moment, voilà, si après il y a des choses qui se développent, tant mieux. Mais j'ai été sollicitée par un auteur un jour qui arrive avec le manuscrit, je le vois, on se rencontre, j'avais lu son travail et pour moi c'était intéressant, ça aurait pu donner un objet éditorial et j'ai fait la réunion avec lui en vrai, on s'est pris un café, on était là avec le travail et voilà, et le texte était vraiment avec un français très bancal. Et donc moi je peux pas, voilà, moi je suis éditrice francophone, donc je dis là il va falloir passer le texte à la moulinette de la correction. Et puis je lui avais dit là faut vraiment retravailler certains passages. Je dis là vraiment faudrait retravailler ça. Je dis il faudrait pointer un peu plus là-dessus. Je pense que pour redonner vraiment une force au récit, il faudrait parce que c'est quoi notre rôle? C'est de sentir ce qui peut être vraiment bon, et puis de le développer, c'est de le mettre en lumière ce qui peut être bon. Et donc du coup, j'avais dit, bah, écoute, ok, on peut retravailler, mais vraiment il faut que tu me refais une nouvelle version avec vraiment ce que je t'ai dit là de conseils, essaye, machin. Bon, non. Et non. Et là, je suis passée chez Châtres hier et j'ai vu qu'il s'est auto-édité. Tel quel. Le truc. Oh. Enfin, tel quel. Il s'est auto-édité, donc il a fait son livre tout seul comme un grand. Mais vous pouvez... Alors, le gros problème aussi là, de l'auto-édition, c'est que tout le monde peut éditer. Ici à Marrakech, vous allez chez Watania avec votre manuscrit. Vous allez voir au bureau au premier étage les graphistes qui sont là-haut, ils vous mettent leur truc, clé USB, poum poum, hop hop, ils regardent le truc, pas de correction, rien du tout, ils vous mettent en forme avec des marges, avec des espaces, avec des coupes de mots, voilà, avec une couve dégueulasse, merdique, pas possible, voilà, hop hop hop, vous avez votre bouquin et il imprime. Donc l'imprimeur pique le boulot des éditeurs, donc on est bien d'accord, voilà. Donc comme ils veulent pas s'embêter avec un éditeur qui va bien entendu les mettre un peu sous pression avec du travail, il n'y a pas de doute, l'imprimeur a tendance aussi à reprendre ce travail-là, donc ça c'est pas bon quoi. Mais il y en a plein qui le font, plein qui le font. Donc par exemple cet auteur dont je te parlais, lui il a été voir un imprimeur avec son PDF, avec sa clé USB et il lui a fait une mise en forme et ils ont imprimé et c'est lui qui a payé. Et après je sais pas comment il met ses livres en dépôt à droite à gauche et puis après il va ramer pour récupérer son... De toute façon on rame tous, même un éditeur petit éditeur comme moi, on a beaucoup de difficultés à récupérer l'argent investi. On ne gagne. Alors oui, enfin nous on se connaît tous là ici, mais on ne gagne pas sa vie en étant éditeur. Parce que j'ai lu aussi que l'éditeur, il n'est pas un marchand de livres. Donc du coup, il doit corriger, relire, et donc les auteurs n'ont pas cette conscience. Lorsqu'on leur dit que vous avez des fautes, ils le prennent, je crois. Ils sont, je sais pas tous, parce que par exemple. Moi, je sais que l'exemple avec Moha, qu'on a vécu avec Moha Swag, c'était super parce qu'il a accepté tout ce qu'on a dit. Alors et qu'il en est plus, auteur, il est déjà pris Grand Atlas, il a déjà eu plein de reconnaissances. C'est son premier ouvrage jeunesse. Donc c'est vrai que tu t'adresses pas à un public adulte comme tu t'adresses à un public jeunesse. Et surtout, il a accepté nos corrections, quoi. Bon, il n'y avait pas de faute de français parce qu'il est prof de français, mais il y avait certaines tournures, je dirais, il y avait certaines formes, il y avait certaines choses qui ne passaient pas. Et il a accepté avec de bonne grâce, et surtout, il a adoré ça. Il a dit, c'est la première fois que je fais un travail avec un éditeur, et que l'éditeur me suit jusqu'au bout.
il ne revenait pas, lui, il était super content du boulot. Il était hyper content, il dit, ah, mais formidable cette expérience, il dit, c'est la première fois que je me sens épaulé, que vraiment on fait un travail en commun. Ben, je dis, ben, c'est ça l'édition, quoi. C'est de travailler ensemble avec l'auteur, et on accouche d'un bébé, c'est notre bébé, hein, c'est notre bébé à tous les deux, hein. Enfin à tous les trois, puisqu'il y a l'illustratrice. Donc là, il faut que tous les trois, on soit heureux de ce qu'on a fait, quand même. Donc là, l'idée, c'est quand même c'est vraiment une élaboration, quoi. On élabore quelque chose et on peaufine un objet qui va devenir un objet éditorial. Et voilà, là, il est sorti. L'imprimeur à Casa m'a fait un magnifique travail avec une couve que j'adore, avec du papier. Elle m'a trouvé un papier pour la couve. C'est la première fois que j'ai... un truc qui est vraiment qui sort un peu de l'ordinaire, qui est voilà, c'est un bel objet, quoi. On a envie de l'avoir, on a envie de l'avoir en main, et voilà. Donc peut-être un jour on va numériser tout ça, je sais pas, on verra comment ça se passe. Mais le grand, je dirais la chose principale sur l'édition qui me semble vraiment intéressant, que ce soit sur la micro-édition ou que ce soit sur l'auto-édition, et que ce soit sur l'édition dite classique, normale, c'est vraiment le processus de diffusion et de distribution. Qu'est-ce qui fait la vie d'un livre ? La vie d'un livre, il vit à partir du moment qu'il est référencé. Si un livre n'est pas référencé, votre livre, il ne vivra pas. Sa durée de vie, c'est 3 mois. C'est 3 mois, grosso modo, 3 mois, parce que c'est quoi ? Votre famille, vos amis qui vont les acheter, des personnes qui ont vu votre post sur Facebook, et c'est tout. Un livre qui n'est pas référencé, c'est un livre qui ne vivra pas et qui sera vite oublié. Ah ben, il est condamné, mais d'office, il est condamné à rester dans les cartons. Il est mort-né. Déjà, nous, on a eu une expérience très traumatisante avec Isabelle. Le livre est sorti 3 jours avant le confinement. Il est sorti le 13 mars. On a confiné le 17. Mais c'était une belle période de lecture. Là, en fait, les gens, ils lisaient beaucoup. Ah non, mais c'était une belle période de lecture, soit. Mais quand tu sors un livre juste à la veille du confinement et que tu peux pas le diffuser, que tout est fermé, qu'il y a pas de, je pouvais pas envoyer le livre en Europe à mon distributeur, les frontières fermées, tout fermé, le livre, mais moi ça m'a rendu malade, psychologiquement, physiquement, voilà. Quand on a travaillé autant sur un ouvrage et que poum, tout s'arrête à 3 jours, on s'est retrouvé avec les cartons et on se regardait en se disant, ah ben on fait quoi maintenant? Voilà, à part aller les vendre sur la plage Jamal-Fna en disant ouais, il vient de sortir. Et la place Jamal-Fna était vide, on n'aurait même pas pu le vendre sur la plage. Je crois que ce retard, il est peut-être, il a servi à quelque chose après, non, pour relancer encore le. Ben, c'est très difficile de relancer 2 ans plus tard, 1 an plus tard. C'est très difficile. Les gens, ils l'attendaient impatiemment du coup. Et donc, il voudrait la... Mais c'est-à-dire que quand tu es dans une dynamique... En fait, le problème, c'est quand tu es dans une dynamique. L'édition, c'est aussi une histoire d'énergie, de dynamique. Quand tu as la sortie d'un livre, t'embrayes tout de suite avec la diffusion, avec des rencontres, avec des signatures, avec des débats, des machins. Là, on a fait, au mois de mars, on a fait la présentation ici pour la première fois du livre qui est sorti 3 jours avant le confinement. Donc, si tu veux, ça casse une énergie, ça casse un élan, ça casse quelque chose. On n'était pas du tout... voilà. Mais bon, le livre, il vit, hein, il continue sa petite vie. Et de toute façon, alors, ce qui est rassurant aussi, c'est que quand tu fais du bon travail, c'est que le livre, il va rester, si tu veux, c'est un livre de fond. Il n'y en a pas 36 000 des livres en bilingue, français-arabe, sur les oiseaux spécifiques de Marrakech. Donc si tu veux, c'est un livre qui vit sa vie, qui continue et qui va vivre encore des années sans problème. Je ne me fais pas de soucis en soi, mais quand la frustration quand tu as travaillé 1 an sur un ouvrage et qui sort et qu'il ne se passe rien, moi j'aime mieux dire que je rentrais chez moi avec les larmes aux yeux, hein, quand même, tu vois, c'est quand même parce que c'est une économie derrière tout ça, c'est aussi, c'est comme tu dis, mais comment parce que moi j'ai fini de payer l'infographiste pour son travail là il y a quelques mois, parce que quand tu n'as pas de rentrée d'argent, parce qu'il n'y a pas de vente, comment tu peux payer tous ceux qui ont travaillé sur un livre?
quand tu n'as pas une trésorerie qui soit absolument bétonnée. Donc voilà, donc en tout cas on pourrait en parler des heures, hein, parce que moi j'ai beaucoup d'histoires autour de tout ça, et que chaque livre aussi est une histoire, est une expérience. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai pas d'inquiétude sur la vie du livre papier, et le livre numérique a aussi sa place, et chacun a sa place. Moi je suis pas une stressée de ce débat-là. Et puis en plus j'ai pas envie de mettre les choses dos à dos. Voilà. Moi je pense que quand il y a du bon travail, il peut y avoir du très bon travail numérique, du très bon travail papier. Et après la micro-édition, j'espère qu'elle continuera toujours. Il y aura toujours. Moi, quand on voit les ateliers qu'on fait et que Livia fait partout où elle passe, elle fait des ateliers magnifiques. Je veux dire, c'est de la micro-édition, et elle-même crée des objets qui sont de la micro-édition, et c'est des petits trésors, Donc, si tu veux, il y aura toujours ça. Ça va jamais partir. Donc quel impact, si on peut résumer, est-ce que ça a un bon impact, si vous voulez, est-ce que ça se complète ou ça moi je pense que ça se complète complètement, que l'impact il est pas parce que faut voir tous les manuscrits qui arrivent chez les éditeurs et qui sont pas édités. Enfin c'est des tonnes et des tonnes de manuscrits qui arrivent, de PDF qui arrivent, de manuscrits papier qui arrivent et qui ne sont pas pris par les éditeurs. Je veux dire, il y a de la place, je dirais, il y a de la place pour tout le monde, et en même temps c'est saturé de partout, donc je veux dire, voilà, la vraie question c'est pourquoi j'édite, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux communiquer, et à qui je m'adresse. C'est vraiment ne pas perdre de vue le lectorat et à qui je parle. Après il y a plein d'auteurs qui disent moi j'écris pour moi, hein, j'écris juste pour moi. Moi aussi je fais plein de carnets d'écriture pour moi. Peut-être qu'un jour ils auront une valeur quelconque, une valeur particulière, mais moi ce que j'écris pour le moment ça me va bien d'écrire, parce que ça fait du bien d'écrire. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce qu'ils écrivent doit absolument sortir, quoi. Donc après moi je dis aussi que c'est quand même des histoires humaines. C'est quand même des histoires, c'est une aventure humaine, l'édition. C'est des aventures de liens. C'est créer du lien. C'est, je sais pas, j'habite dans le même immeuble que Roland, et qu'on discute, on se le dit d'amitié. Je commence à voir ce qu'il fait. Je commence à m'intéresser à son travail. Moi, je suis éditrice. Je dis, non, tu voudrais pas le faire avec moi, ton truc, là, parce que voilà. Voilà. Non, mais ça y est, t'es au Fennec. Leïla s'occupe de toi, c'est bon. Non. Ouais. Ben oui. Mais non, mais moi, je dis aussi que c'est des histoires, que ça peut. C'est des histoires aussi de liens, et c'est de ce qui se passe entre humains aussi. Tu vois, moi, je me vois pas faire un livre avec quelqu'un avec qui ça se passe mal humainement, quoi. Tu vois. Moi, j'ai déjà fait ça une fois. Le deuxième livre que j'ai édité, j'ai fait ça, j'ai adoré ce livre. C'est un livre que j'adore, que je trouve magnifique. J'ai fait un travail là-dessus magnifique. Et c'était mon deuxième livre. Je débutais en tant qu'éditrice, et je commençais à professionnaliser vraiment ma chaîne du livre, à trouver comment être diffusé, à trouver comment être distribué. Je faisais tout en même temps. Bref, c'était compliqué. Et l'auteur, elle a trouvé que je faisais rien pour son livre. Alors elle m'a retiré la vente. Elle m'a retiré les droits de vente de son livre. J'ai plus le droit de le diffuser ni de le distribuer. Rupture de contrat, ça s'appelle une rupture de contrat. C'est comme dans un mariage, pareil. Et je vous dire que ça fait exactement pareil qu'un divorce au niveau ressenti. C'est l'horreur. J'ai encore tous les cartons dans le bureau là-bas. Bien sûr, c'est exactement pareil. Tu as un auteur, tu aimes ses textes, tu aimes ça. J'ai travaillé avec un super peintre de Marrakech qui nous a fait une œuvre spécialement pour le livre, enfin un truc de dingue. Et j'ai tous les cartons dans mon bureau, je peux rien en faire à part les offrir. L'auteur n'a pas été contente de mon travail en tant qu'éditrice. Elle trouvait que je ne faisais rien pour son livre. Voilà, donc
je savais pas quoi répondre en fait, à part dire voilà. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Les ruptures de contrat, ça arrive, hein. Mais moi, j'étais au tout début, je commençais tout juste à professionnaliser, à trouver des choses. Ça allait pas assez vite à son goût. Et du coup, elle m'a envoyé un mail avec une demande très sèche et très très méchante de rupture de contrat. Donc je suis là, t'es obligé. Ça dépend avec qui tu es. Si tu es avec une personne avec qui tu peux discuter, tu discutes et puis tu trouves un terrain d'entente. Quand tu vois que la personne n'est pas forcément prête à discuter, écoute, là t'es obligé de tempérer et puis tu fais une rupture de contrat et voilà. Donc c'est des choses qui arrivent, même ça arrive même chez les plus grands, hein, ça peut arriver. Donc voilà. C'est des expériences, tout ça, ça forge aussi le savoir. Hein. On prend peut-être une dernière question, une dernière intervention avant de clore. J'espère qu'on a fait un peu le tour. Tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, il y a de la place pour tout, livre numérique, livre papier, et tu parlais aussi du fait que ça dépend du genre et du contenu du livre. Et toi, si je me permets, tu as aussi ce statut assez fort, surtout au Maroc, d'être une éditrice, entre autres, jeunesse. Et bon, c'est mon avis. Moi, je pense que pour le jeune public, il faut rester dans le papier. Ils sont déjà suffisamment devant leur... Alors, je ne veux pas faire mon réac, hein. Ils sont déjà suffisamment devant les écrans. Après, je suis et puis, convaincue. voilà, c'est ça. Et puis, tu vois, c'est très visuel, c'est des dessins, c'est de la matière, c'est le plaisir de tourner les pages. Donc, alors, tu vois, par exemple, les 2 livres de Fertat, Père et Fils, là, tu peux les numériser. Je pense que ce serait bien, parce que c'est vrai que ça mérite, effectivement, qu'ils soient... Mais tu vois, Narcisse et Bouboule ou La Queue des Olives, par contre, ouais, ne les numérise pas, s'il te plaît. Laisse-les en papier, dans les bacs. D'accord, voilà. Ah oui, non, moi, et puis moi, de tradition personnelle, je dirais, ma culture personnelle, c'est vraiment une culture du papier. Donc, Voilà. Si tu veux, le numérique, pour moi, je n'y pense jamais pour mes livres. Je n'y pense jamais. Je suis éditrice de livres, d'objets. Je crée des objets. Et donc, je n'y pense jamais. C'est vrai que récemment, on m'a demandé, là, si on pouvait trouver le PDF des guides. Donc là, pour la première fois, je me suis dit, je sais pas. Je dis, voilà. Et alors là, du coup, j'ai appelé ma copine des éditions du Sirocco. J'ai dit, mais t'as numérisé? Elle m'a dit, oui, écoute, on peut numériser assez facilement. C'est pas c'est pas onéreux, c'est pas, voilà. Et elle était contente du résultat. Et c'est vrai que pendant la période de Covid, ça lui a permis, elle, de continuer à vendre les contenus et de faire circuler les textes. Mais elle diffuse, elle a un très beau catalogue de romans. Elle a des superbes romans à son catalogue. Donc je trouve que la forme roman, si tu veux, se prête très très bien à la numérisation. Moi, c'est un petit peu, moi j'ai beaucoup d'iconos, j'ai beaucoup de choses comme ça. Et bon, c'est vrai que c'est du choix éditorial, et que c'est vrai qu'en plus, moi je travaille sur des ouvrages qui, à la réalisation, à la production, sont chers justement parce qu'il y a de l'icono. Et que dès qu'il y a de l'icono, c'est... Désolée, Emmanuel, je dois t'arrêter parce qu'on doit quitter la Oui, salle à 19h pile. Ouais, pas de souci, moi j'ai tout dit. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour de toutes vos questions, interventions, et que le débat vous a intéressé et que vous avez maintenant une idée de la micro-édition déjà, parce que certaines personnes me demandaient c'était quoi déjà la micro-édition. L'auto-édition, pour la plupart, vous connaissez tous, parce qu'on s'auto-édite maintenant, même sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, je crois aussi. On a parlé un peu d'Internet aussi aujourd'hui. Donc en fait, l'édition classique que vous connaissez déjà, qui est bien sûr la base, c'est l'édition de référence, l'édition conventionnelle, traditionnelle. Et en fait, c'est vrai que les jeunes, moi je vois que pour conclure, la nouvelle génération qui est de plus en plus en train d'expérimenter toutes ces nouvelles éditions, si vous voulez, y compris la micro-édition, l'auto-édition, alors que l'ancienne génération, elle reste quand même réticente par rapport à la nouveauté, je trouve. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez le même point de vue, ça c'est un autre débat peut-être qui va prendre encore beaucoup de temps
On ne peut pas nier qu'il y a toute la nouvelle génération qui est née avec un smartphone dans les mains et qui pense tout de suite à aller acheter son livre sur Amazon en payant machin et tout ça. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient réticents. Enfin, c'est pas une guerre entre les. Voilà, je pense que. Enfin. Franchement, moi, à mon niveau, à mon humble avis, moi je suis pas jeune, hein, donc moi j'ai du mal avec la chose numérique, à part les réseaux sociaux et mon téléphone qui est mon bureau ambulant où j'ai tout dessus. Je dois dire que je suis peut-être un peu traditionnel, mais pour ce qui est du livre, pour moi, rien ne remplace l'objet. Moi, je suis désolée, acheter un livre neuf et ouvrir le livre et mettre mon nez dans les pages, c'est le premier réflexe que je fais, je sniffe mon livre. Ah ben, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Je parle pas du papier, je parle de... Oui, mais bien sûr. Les gens, ils sont en train d'expérimenter les nouvelles... Bien sûr, mais heureusement qu'ils expérimentent. Et puis, il y a... Mais même en édition papier, il y a plein de choses expérimentales formidables qui se passent. Il y a des choses super, des formats, des papiers, des choses des expériences aussi, des matières, des choses extra. Donc moi je dis franchement, c'est du moment qu'il y a de la création, qu'il y a de la qualité, qu'il y a de l'authenticité, qu'on est vrai dans ce qu'on fait, il y a de la place pour tout le monde. Peut-être qu'un jour je vais vous dire, j'ai fait un livre qui est uniquement disponible en numérique, et puis voilà, et puis ça sera une première, et puis je serai contente, et je vais expérimenter aussi. Moi l'expérimentation, de toute façon, c'est heureusement que oui, il faut que ça reste l'expérimentation. On va tous expérimenter des choses, et voilà. Mais moi, quand on voit, je sais pas, quand on repart depuis Gutenberg, depuis les premiers trucs où on voit les gars avec leurs petits trucs là en bois et en fer sur des grosses machines en train d'imprimer les premiers trucs, et qu'on y est toujours quoi. Moi, je trouve ça absolument rassurant. Je me dis, mais moi j'adore aller chez l'imprimeur. Hein. Ah, moi je vais au calage de mes ouvrages. D'aller au calage, c'est génial. De voir les rotatifs, de voir le papier qui sort avec les premiers trucs d'impression, avec de caler les photos. Moi j'ai fait un ouvrage photo qui s'appelle Maroc, je regarde ailleurs. J'étais avec la photographe, on était toutes les deux au calage, on a emmerdé les gars pendant plus de 2 heures. Hein. Elle faisait caler les rouges, elle faisait caler les bleus, pour que vraiment l'image soit exactement ce qu'elle avait en tête. Donc ça, c'est un vrai travail, puis c'est magnifique. On est heureux quand. Passionné aussi par son métier. En même temps, c'est ce côté hyper artisanal qui est là, et ben, le numérique, il peut pas t'offrir ça, quoi. Donc voilà, moi je suis pas contre le numérique, voilà, mais regarde la génération de Ilias, ils vont être à fond sur le numérique. Mais Ilias, il adore les livres papier, et donc dis-nous ton expérience de lecteur. Tu lis quoi? Tu lis sur du support numérique, ou là tu lis que sur du support papier? Au fait, je lis juste que du support papier, mais qui est génial. Ah oui, je lis, bien sûr. Non. Au fait, non. Il faut lire sur des livres, sur du papier, pour vraiment lire sur du livre. Il faut comme rester sur la culture du livre, du papier, qu'il faut vraiment garder le livre. Moi, alors, écoute, moi, si tu me dis ça, moi, je t'applaudis. Non, mais voilà. Après, moi, j'ai pas de tablette. Enfin, j'ai pas de liseuse. Moi, j'ai pas de liseuse. J'adore aller dans une librairie. Il y a rien qui remplace d'aller chez un libraire, d'avoir une personne qui va te conseiller, qui va dire pourquoi je vous conseille ça parce que moi j'ai voilà dans ce roman il y a ça, et c'est des sensations telles, il y a des émotions comme ci comme ça là-dedans, vous allez adorer, allez, c'est mon coup de cœur, je vous promets que vous allez adorer ce livre. Vous allez aller chez Amazon, est-ce que Amazon va vous dire j'ai ressenti des émotions pas possibles en lisant ce roman, en lisant non. Donc il y a rien qui remplace ça, il y a rien qui remplace ça, parce que c'est créer du lien, c'est le lien social, ça passe aussi par ça, quoi. Donc
voilà, moi je veux bien lire des thèses, mais là, l'autre jour j'étais à Rabat pour la rencontre avec Mathilde Chèvre, justement des éditions Le Port à Jauny. Elle a fait une thèse sur la littérature jeunesse dans le monde arabe, magnifique, une thèse fantastique des années 60, de 1968 jusqu'à notre époque. Et sa thèse, elle l'a imprimée sur un papier magnifique avec des illustrations sublimes. Elle m'a offert sa thèse. Moi, j'étais comme une gamine, c'était Noël. C'était Noël. Alors que sa thèse, j'imagine qu'elle est disponible, sur le net et puis qu'on doit pouvoir acheter pour sa liseuse. Mais voilà, moi je dis il y a de la place pour tout le monde et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Après, chacun fait un peu comme il veut. Voilà. Après, le truc, c'est quand même essayer d'être un peu exigeant. C'est ça un peu qui fait la... C'est bien d'être exigeant, c'est bien de demander une certaine qualité, c'est bien de ne pas se satisfaire, c'est bien d'être un peu jamais content. Et surtout quand on travaille avec des imprimeurs ici qui des fois font un peu comme ils l'entendent, ben non, c'est pas comme ils l'entendent, c'est comme l'éditeur l'entend, voilà, donc c'est bien d'être exigeant, il faut être exigeant, et puis et aussi être exigeant pour ne pas donner au lecteur quelque chose qui est moyennement bon, quoi. Non, il faut donner du très bon, c'est pas du moyennement bon. Donc ça demande beaucoup de travail et c'est bien. Le travail, c'est bien. Je te remercie, Emmanuel Merci. Sarrazin, Merci d'avoir beaucoup. partagé ton expérience que j'appréciais beaucoup. Et en fait, Emmanuel, je la connais depuis, depuis longtemps, depuis des années. Moi aussi, je suis plus jeune. Et en fait, je remercie aussi l'assistance d'être venue, de se déplacer un samedi après-midi. Je sais que c'est un peu difficile. Merci d'être venu. Merci pour vos belles interventions. Et pour ta dernière intervention aussi, je te remercie. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à la rentrée, voilà, parce que c'était la dernière rencontre de cette année. Merci beaucoup. Merci.